Les tableaux de Raphaël, je les ai toujours connus. Depuis que je suis petite, on me raconte sans cesse toutes ses folles aventures, un peu comme s'il était encore là. Et plus j'en apprends sur lui, plus je me dis qu'on se serait bien entendu. En partant, il nous a laissé beaucoup de choses. Il y a ses articles de journaux et ses drôles de fauteuils. Il y a ses galets en bois et ses gros coffres sculptés. Il y a cette sorte de totem qui nous sert de boîte aux lettres. Raphaël, je l'ai jamais connu et pourtant il est partout. Je voulais te demander, est-ce que tu as des souvenirs de son atelier? Eh ben, moi, je me souviens que j'y allais, surtout quand je revenais le week-end à la maison, quand j'étais donc étudiant et j'allais faire un tour dans l'atelier. Je me souviens d'un an, c'était assez poussiéreux. Il faisait souvent assez froid dans cet atelier. Et il y avait plein de bazar partout, quoi, des planches qui attendaient d'être coupées, des, des vieux réfrigérateurs qui servaient d'étagères pour ranger les vis, des clous. Et puis il y avait plein de sciures partout, de la poussière, des toiles d'araignée. Je regardais mon père qui travaillait. Donc à l'époque, il faisait pas de tableau. Il faisait que des meubles, des trucs en bois. Lorsque la journée de cours est terminée dans la petite école mixte de 10 personnes environ et que le bus a fait sa petite boucle pour nous redéposer d'où nous étions venus, je n'ai qu'une idée, rejoindre l'atelier au fond de l'allée. Il s'agissait d'un bâtiment d'un étage où l'étage supérieur était stocké le bois brut, qui continuerait sa vie sous une autre forme, plus noble encore que l'arbre qu'il avait été. La porte principale était protégée par une autre porte de métal, plus ou moins rouillée. À cette époque, papa y réalise des meubles en bois inspirés du mobilier de montagne, mais aussi des galets, des merveilleux galets en bois qu'il vend sur des stands, parfois à Gare de l'Est. Les machines vrombissent dans l'atelier et papa, très concentré, dirige et guide les planches venues de la scierie d'Arbaud. D'après quelques croquis à main levée, il fait naître ce mobilier unique, sièges, coffres, sculptés et incrustés de pierres polies. La cire étendue sur le bois fraîchement usiné sent si bon. Aucune pièce métallique, mais des chevilles de bois viennent tenir les pièces entre elles. Je ne passe pas les planches à la raboteuse, mais à la scie électrique ou à la scie à ruban. Mais tranquillement assis par terre, j'assemble des objets, vis, tape avec le petit marteau pour créer des sortes de marionnettes articulées, qui lorsqu'on les met en mouvement se mettent également à parler dans un langage qui est bien à elles. Quick, quick ou screech, screech. Ah, voilà, ça c'est quand il est rentré de son périple en kayak de mer. Et alors là, il s'est mis à peindre plein d'arbres. Parce qu'il n'en avait pas vu pendant 2 mois. Et c'est marrant, quand je regarde maintenant des routes, etc., je me dis, ah, des arbres de Raphaël. Tu vois les perspectives, tu les vois comme ça, c'est vraiment marrant. Quand tu es dans un train qui roule et que tu vois des paysages défiler, quelquefois tu as des arbres comme ça. Et ça me donne un peu cette impression-là, alors que c'est complètement figé, immobile. Et cependant, pour moi, ça me donne une impression de mouvement. Le cactus en carrelage dans le champ, et il avait il avait fait pousser de l'herbe, et il y avait un ventilateur qui faisait que voilà, ça ondulait. Et là, quand il l'a présenté dans un salon, c'était fermé, il avait fait aussi pousser de l'herbe, tu vois, dans des bacs au pied. Et t'as des souvenirs un peu quand vous étiez petits tous les deux? Les souvenirs, on jouait aux cow-boys aux Indiens. Je me souviens que dans le garage, au sous-sol, on faisait fondre du plomb et je sais pas quoi dans des vieilles casseroles pour faire des pièces qu'on foutait le feu un petit peu, pas à la maison, mais on a dû faire fondre quelques casseroles. Il allait faire de la spéléologie dans des grottes avec toute une équipe. Et puis après, il y allait avec des amis. Il revenait tout crotté, plein de terre glaise.
tout dégoûtant, tout marron de terre glaise. Ils s'amusaient comme des fous. Et ils m'avaient emmené un petit peu. Ah, j'étais assez subjuguée de descendre dans ces trucs-là. Et puis, ils faisaient de la varap aussi. Et il y avait des belles falaises de calcaire, pas loin de Dijon. Et il m'en a fait faire beaucoup, beaucoup. Il me faisait même grimper sur le mur de la maison. Complètement fou. Et puis, il y a des tas d'histoires comme ça avec lui. Comme il était passionné d'escalade, de varap et de montagne, il était capable de faire des trucs. Il a passé toute une nuit attaché au sommet d'un mur parce qu'il y avait un mur de séparation entre notre cour et puis la cour du voisin. Et c'était un mur très très haut. Et il montait au-delà du premier étage, quoi. Et donc, il a décidé de dormir au sommet du mur en s'attachant. Il a planté des mousquetons, il a mis des cordes, des tas de machins. Il a passé la nuit là-haut pour s'exercer à ce qu'il pourrait vivre en faisant de l'alpinisme. Voilà, donc il aimait l'aventure. Là, on verra peut-être Raphaël en train de grimper la Dibona. C'est une très belle aiguille. Et Arthur et moi, on était restés en bas. Moi, je pouvais pas faire ça. J'aurais adoré, mais voilà. Quand Raphaël faisait des trucs, moi, je regardais les enfants. J'ai dit qu'il était assez insupportable. Il était un vrai petit voyou. Il était casse-cou, il était... Rien lui faisait peur, quoi. Puis il se rendait pas compte. Il risquait continuellement des accidents parce qu'il n'était pas prudent du tout. C'était quelqu'un qui brûlait. Non, mais il avait besoin d'expérimenter tout. Tu vois, c'était... Mais par contre, l'école, ça l'intéressait pas du tout. Hein. Vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu sais, c'est pas facile de parler de quelqu'un comme ça. Il n'était pas fait pour vieillir et qu'il aurait fait un vieillard très désagréable parce que, comme il aurait pu faire grand-chose, parce que c'était pas un intellectuel du tout, c'était vraiment un manuel, un artiste, mais manuel dans la matière, dans la glaise, dans la pierre, dans la bois, dans n'importe quoi, mais tu vois vraiment de trucs où il fallait cogner, où il fallait avoir de la force. Le tableau là, c'est toi qui l'as peint? Celui-là, oui. C'est moi qui l'ai peint. J'ai le souvenir de Raphaël, guitariste, comme ça. C'est dommage qu'il ait arrêté. Il jouait beaucoup de guitare, la maison était remplie de sons de guitare. Alors, il répétait beaucoup, que je l'entendais faire ses gammes. Il était passionné. Mais c'est ça, les gens passionnés aussi. C'est tout ou rien. Il avait une carrière de musicien international là, en vue, qui commençait à se mettre en place. Il a donné sa guitare à quelqu'un, alors que c'était une belle guitare de concert, magnifique. Comme ça, il ne pouvait plus jouer. Il ne voulait pas du tout toucher un instrument. Donc moi, j'avais récupéré sa guitare. J'ai appris sur cette guitare. Mais lui, je l'ai jamais vu jouer de la musique, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et il en écoutait, il écoutait du Bach tout le temps. Mais de la musique, ça, j'ai jamais, non. Pour lui, c'était pas quelque chose d'important réellement. Ça a été quelque chose qui était... C'était pas fondamental, voilà. Oui, il jouait bien, il déchiffrait bien, mais il n'avait pas du tout l'intention d'en faire son métier, ni quoi que ce soit de ce genre, tu vois. Il disait, moi, tout seul, tu me vois avec ma petite chaise et ma guitare sur une grande scène. Non, ça ne lui disait rien du tout. Ça comportait pas assez de risques aussi, je pense. Après qu'il ait eu plus sa musique.
qu'il n'ait plus le droit de faire de la guitare et qu'il n'ait plus sa guitare. Il y avait quelque chose qui était mort en lui. Il lui manquait quelque chose. Ah oui, ça c'était l'expo qu'il y avait eu. Est-ce que c'était juste avant, au moment de son départ pour le Oui. tour de... Oui, pour le Tour de France en kayak de mer. On est à Calais. On est à Calais, donc tu vois, moi je suis là. Donc il y a des gens qui l'interviewent. Raphaël est là. Et là, donc voilà Paloma, qui elle avait fait l'année d'avant, qui avait suivi Raphaël, qui faisait un essai en faisant le tour de la Bretagne. Et là, c'est celui qui prend les photos, qui enregistre. La télévision, c'est la télévision de Calais qui filme, qui interviewe Raphaël. Et nous, on l'a vu passer comme ça. Alors, on a couru évidemment sur les rochers pour le suivre le plus longtemps possible. Et tu vois, il est vraiment très très long ce kayak. Comment est-ce que ça s'appelait? Un beluga qu'il a fait aménager spécialement avec un deuxième trou ici, comme si c'était pour 2 rameurs, pour pouvoir mettre un tonneau étanche dans lequel il a toutes sortes d'affaires, et puis un peu de provisions, et puis sa petite tente, toute petite tente qui lui permettait de dormir. Il était grand quand même son kayak. Quand il l'a vendu, mais j'ai cru qu'il allait s'évanouir. On n'avait plus un rond. Ah, il m'a dit, je vends mon ami. Je lui dis, mais ne le vends pas, mais cours, rattrape-le, etc. Non, je dis, si. Et après, écoute, c'est vrai qu'il a développé cette maladie, cette leucémie, pas si longtemps que ça après. Et moi j'ai eu Arthur en vacances chez moi quand j'étais dans le Midi. Il avait 5 ans, Arthur. Il était petit. Il était casse-pied parce qu'il répétait. Quand j'ai essayé de lui montrer des choses, je me servais d'un outil ou quoi que ce soit, je lui montrais des trucs. Et puis il m'énervait parce qu'il passait son temps à me dire ah, mais mon papa il fait ça mieux. Hein. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis bon, ça va quoi. Mais je crois qu'il devait avoir conscience quelque part. Il a peut-être souffert, Arthur, du fait que la vie qu'il menait, Raphaël, c'était quand même dur parce que heureusement il arrivait quand même à se faire connaître, mais c'est dommage, comme dirait Chantal, il est parti alors qu'il commençait à devenir célèbre. Quoi. Mais c'est dur, le gars, il rame, il gagne presque rien, il n'arrive pas à gagner sa vie, c'est vraiment dur et douloureux, et puis le sentiment de ne pas être vraiment reconnu, il y a beaucoup d'artistes comme ça. Et du coup, pour un gamin, surtout pour un garçon, l'estime qu'il a de son père, c'est important, donc il a envie de la ramener, il a envie de dire aux autres que son père il est génial, quoi. Et puis il sent que le père il souffre et qu'il est complexé de finalement pas être capable de gagner la vie vraiment pour sa famille, quoi. Ils étaient très pauvres, hein. Ils avaient vraiment du mal, hein, à boucler. Même il avait eu un contrôle fiscal et le contrôleur des impôts, il voulait absolument lui dire qu'il trichait, quoi. Il disait c'est pas possible que vous viviez avec aussi peu. Bah, écoutez, je suis désolé, mais c'est pourtant la vérité, quoi. C'est affolant, quoi. Ils vivaient très simplement à la campagne et tout, ils n'avaient pas besoin de grand chose. Pas possible, quoi. Et je pensais quelqu'un qui souffrait quasiment tout le temps, quoi. Déjà, le fait qu'il il avait, comment dire, à la fois, il n'avait pas de métier, entre guillemets, pas un métier de gens normaux, entre guillemets. Donc il faisait des choses dans son atelier. Et il parlait tout le temps qu'on manquait d'argent, tout ça. C'était dur pour lui, je pense. Raphaël, tout le temps, plus ou moins consciemment, reprochait que je ne gagne pas notre vie aussi, tu vois. Mais il fallait s'occuper des enfants. On vivait quasiment en autarcie, donc je faisais un immense potager. Je m'occupais de remettre en état, tout l'extérieur, de mettre des fleurs, de planter des arbres. On faisait ça, les plantations à 2, les arbres, pas le reste.
Lui, il était dans son atelier, s'occupait de ça. Et il s'en occupait bien. Mais le reste... Et là, je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. Est-ce que tu pourrais imaginer ne plus me critiquer et si possible m'encourager? Il m'a dit, ne plus te critiquer, je vais essayer. Mais t'encourager, ça, jamais. Tu vois? Et là, j'étais tellement sidérée que j'ai pas pu lui dire, mais pourquoi? De toute façon, il n'aurait pas su me répondre. Bah, c'était une personne totalement invivable, quoi, à la maison. C'était... ouais, il fallait pas se mettre en travers de son chemin, quoi. C'était quand il venait dans la cuisine, bon, fallait faire tout petit. Bon, en fait, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec lui-même, donc il avait du mal à, bah, ouais, je sais pas, accepter les autres. Donc c'est vrai que nous, bah, quand on était petits, bah, ouais, c'est pas qu'il s'occupait pas de nous, mais il était dans son atelier où il faisait ses trucs à lui, quoi. Mais on n'a jamais fait trop de choses ensemble, quoi. Et puis, ben, quand on partait, les rares fois où on est parti en vacances avec lui, c'était une catastrophe, quoi. C'était l'horreur, quoi. Il nous pourrissait les vacances. Ouais, c'était horrible. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. On l'énervait. Enfin, on était des cons. Ah, ouais, c'était horrible, quoi. Moi, je ne referais pas une vie avec lui. Mais en même temps, je ne renie pas du tout mon choix de Raphaël. Même si je disais, voilà, mon jeune mari, il me prend plus de temps et il crée plus de problèmes à lui tout seul que les 3 enfants réunis, tu vois. À la maison, c'était vraiment une ambiance. C'était trop dur, quoi. Et j'aimais pas trop rentrer le week-end, quoi, parce que je me disais à chaque fois, ça va recommencer. Enfin, dès que je rentrais, ça allait à peu près. Il faisait toujours une tête quand venait le week-end. Il faisait toujours une tête comme si un peu ça l'embêtait, quoi, qu'on soit là ou on savait pas trop. Et puis ça, il s'engueulait tout le temps avec ma mère, quoi. Mais tout le temps, dès qu'on était là, oh là là. Je me souviens, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment tendu tout le temps, quoi, une tension permanente, quoi. Une fois, je me suis réveillée en pleine nuit, là, on dormait encore l'un à côté de l'autre, en pleine nuit, et j'entends du bruit, j'allume, je vois Raphaël qui finissait de s'habiller. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'en ai marre. Je vais prendre la bagnole et je vais aller m'écraser contre un arbre ou contre un mur. Ah bah, je lui dis, chapeau. Je lui dis, mais attends, enfin, je sais plus. Enfin, j'ai parlé avec lui jusqu'au petit matin parce que, voilà, il m'aurait pas réveillé, il aurait fait ça sans me laisser un mot, rien du tout. Mais ouais, c'est sûr que c'était une personnalité torturée, quoi. Ça, il disait tout le temps qu'il allait se foutre en l'air, que quand il faisait de l'escalade, il disait tout le temps, ouais, là, je vais aller grimper par là. C'est genre, pour en finir, quoi. Donc c'était quelqu'un d'assez assez tourmenté, quoi. C'était quelqu'un qui savait pas comment on fait pour être heureux, tu vois. Et ça a duré longtemps la période où il était malade. Oh oui. Ça a duré au moins 10 ans. Disons. Oui, parce qu'au début, c'était une leucémie, mais qui n'était pas grave, qui est un type de leucémie qui se guérit facilement. Mais au lieu de guérir, finalement, au bout de quelques années, il s'est retrouvé avec une leucémie grave, d'un type de leucémie dont on ne guérit pas, en fait. C'est ballot. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il ne voulait pas en parler. Donc il a vécu quelques années à réussir à cacher ça, même à son entourage proche, à sa femme, à ses enfants.
Et surtout, bien sûr, à ses parents. Il ne voulait pas se montrer dans sa faiblesse et ses problèmes. Il voulait s'assumer et puis il ne supportait pas trop d'être aidé. Il voulait certainement pas... il voulait certainement pas être plaint par qui que ce soit. Il ne supportait pas ça. En fait, il allait suivre des chimios, il le disait à personne. Il allait à Dijon. Mes parents ne savaient pas pourquoi il venait à Dijon. Je pense pas l'avoir appris tout de suite. Oui, il a dû attendre un petit moment avant d'en parler, mais bon, je n'ai pas souvenir non plus qu'il ait fait le blackout là-dessus, total. Je pense avoir appris assez rapidement quand même, mais bon, il n'avait pas envie de trop en parler non plus. Et c'est un peu normal. Je pense que j'aurais fait pareil. Moi, je dois dire, si, une chose à dire aussi, c'est que de toute façon, le jour où il est mort, ça devait être le 10 décembre, donc 2006. J'ai relativement bien appris, puisque de toute façon, j'avais déjà fait mon deuil. J'étais allée le voir au mois de mai. Quand j'ai vu dans quel état il était, je me suis dit, bon, écoute, Béatrice, ils ont beau dire tous, mais je pense que tu peux faire une croix sur ton frère. Il est foutu. Il va mourir. Très, très rapidement. Il était dans un état épouvantable. Puis avec toute sa conscience, il me disait, non mais tu vois dans quel état je me retrouve. Et c'est juste à la fin, quand il a su qu'il était malade, quoi, il en avait peut-être... ça a duré 10 ans, sa maladie. Et au bout de 2-3 ans de sa maladie, quand il s'est rendu compte qu'il s'en sortirait probablement pas, quoi, que là, il a commencé à se rapprocher de nous, quoi. Enfin, de Ploumette et moi. Arthur, c'était différent, parce que lui, il l'aimait bien, quoi. Mais nous... il s'est vraiment rapproché de nous juste à la fin, quoi. Et là, c'était vraiment bien, quoi. Il m'écrivait des lettres, c'était vachement sympa, quoi. Des fois, il m'appelait. Et à la fin, au contraire, là, il s'est rendu compte qu'il avait des petits-enfants, quoi. Et du coup, il avait fait une moto en bois pour Baptiste. Il avait fait... je sais plus, pour Héloïse, il a fait une armoire qui est dans la chambre de Marie où il y a écrit Héloïse dessus. C'est pour moi, je sais que sa maladie, quelque part, je l'ai bien vécu, même si c'est un peu moche de dire ça, mais... Parce qu'il s'est réconcilié. Ouais, c'est ça, ouais, avec plein de gens, Ouais, et puis pour moi, c'était ma famille, entre guillemets, et puis mes enfants, tout ça, il s'est quand même vachement... Ouais, il s'est beaucoup plus rapproché à la fin, quoi. Au contraire, je trouve que c'est bien parce que du coup, ça laisse un bon souvenir de cette période à la fin de sa vie. Ouais, voilà, il était ouais. malade, mais, Ouais. Mais pourtant, il allait mieux dans sa tête. Ouais, dans sa tête, je pense qu'il allait mieux, ouais. Donc, et ouais. Et je sais plus, il y a plein de gens qui disent que finalement, quand il est mort, il était guéri. C'est bizarre de dire ça, mais je pense qu'il souffrait plus à la fin de la même façon. Enfin. Il a été hospitalisé donc à Dijon. Et comme il en avait tellement marre de l'hôpital, il a demandé à ce que l'hospitalisation elle soit à domicile, c'est-à-dire chez nous à Dijon. On était rue Ernoux. Là. Donc il est mort entre nous deux, tu vois. On l'a accompagné jusqu'au dernier moment. C'est dur d'accompagner quelqu'un comme ça. Et t'as été présente à la fin ou pas? J'ai été présente par téléphone. Vilma a eu la gentillesse de me téléphoner et de me dire, écoute, je te téléphone parce que ton frère Raphaël est au plus mal. À mon avis, il est prêt à partir. Tu le verras plus. Si tu veux lui parler, je te le passe. C'est le dernier moment.
Et donc je lui ai parlé. J'ai pas dit grand-chose. C'était un peu le cri du cœur. J'ai osé lui dire Ah, Raphaël, t'es mon grand chéri, tu sais. Et je pense à toi. Et je penserai toujours à toi. Et ça, ce que je disais, t'es mon grand chéri, c'est parce que quand j'étais gamine, en fait, j'étais un peu amoureuse de lui. C'était mon chéri. Forcément, moi, j'étais admirative de tout ce qu'il faisait. C'était un peu un idéal, quoi, inaccessible. Alors, bon, c'est une façon de lui dire, je t'adore, quoi. Moi, tu sais, j'ai pour principe d'éviter le plus possible de penser aux choses désagréables ou aux malheurs. J'ai toujours essayé de penser plutôt aux choses positives et aux choses agréables. Ce qui fait que les mauvais souvenirs, ils sont tellement enfouis, tellement peu consultés, tellement peu qu'ils n'existent plus. À quoi ça sert de penser au malheur? Ça sert à rien. Donc, voilà. Non, de Raphaël, je me rappelle que des choses lumineuses, pas des autres. Voilà. Rosa pra colher e despedalar, rosa pra dormir, rosa pra acordar, rosa pra sorrir, rosa pra chorar, rosa pra partir, rosa pra ficar. E se te macho uma rosa mulher, primavera. E a rosa em botão, que me dera. E a rosa no coração, rosa pra se ver, pra se admirar, rosa pra crescer, rosa pra brotar, rosa pra viver, rosa pra se amar. Rosa pra colher e despedalar, rosa pra dormir, rosa pra acordar, rosa pra sorrir.